Il n'y a pas de planification sans statistiques, dit-on. L'administration douanière congolaise a apporté son expertise à l'atelier sur la production, le traitement et la publication des statistiques économiques. Les détails dans les corps de ce magazine. Et puis, la date limite du paiement du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, c'est ce mercredi 30 novembre 2022. L'administration fiscale congolaise appelle les contribuables au respect de cette échéance. Enfin, vers la création d'une banque de développement en République démocratique du Congo, le rapport sur le processus de création de cette institution a été adopté lors de la 78e réunion du Conseil des ministres. Le développement de ce titre, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement qui vous présente Priska Sekana Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques et questions de développement que vous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'agence Galaxy Media, agence de patriotes convaincus et convaincants, totalement engagée dans la campagne dite Bendele et Kouyaté, lancée par le gouvernement pour soutenir nos forces armées et de sécurité dans la guerre que mène notre pays contre l'agression rwandaise à travers le M23 interposé, s'est assigné de diffuser dans nos différentes émissions les spots en lien avec cette campagne pour célébrer son indéfectible attachement à la patrie, à la paix et au développement de la République démocratique du Congo. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées. Notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Kouyaté. À la Direction générale des douanes et accises DGDA, précisément à Lubumbashi, où notre correspondant permanent dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani, nous parle de l'évolution du dossier de saisie des véhicules importés et exposés sur les parkings de la capitale du Haut-Katanga. Déclenchée depuis le 12 novembre 2002, l'opération coup de poing sur les différents parkings de vente de véhicules de la ville de Lubumbashi se poursuit. Eh bien, depuis ce temps, la DGDA est en train de passer au peigne fin le cas des régularités ou d'irrégularités de chacun de 1145 véhicules saisis. Ce temps paraît bien entendu long pour les tenanciers des parkings comme ceux que nous avons visités et qui nous ont livré leurs impressions. Ils ont scellé ici chez nous, pas seulement ici chez nous, un peu partout. Jusque-là, ils n'ont pas décelé. Les véhicules, ça ne saute pas du Mocambo jusqu'ici. Hein?
chemin faisant, il y a des frais qu'on paye, toujours des frais qu'on paye, jusqu'à arriver ici. Les gens de la DGDA, les directeurs, les DP, hein, ils doivent alléger quand même la tâche. La plupart des gens qui font ce travail, ils sont des responsables, ils ont des enfants, ils ont des familles à nourrir. C'est un problème d'alléger quand même la tâche, de voir comment on peut négocier entre nous et les gens de la DGDA pour qu'on puisse quand même continuer le travail. Justement, c'est le côté humanitaire qui a fait perdurer l'affaire. Selon les informations recueillies auprès de la DGDA, le redressement fait pour les véhicules entrés en fraude ou en contrebande devait faire payer beaucoup d'argent aux tenanciers de ces parkings. Mais vu que, comme vous l'avez entendu d'ailleurs, certains tenanciers des parkings le déclaraient, ils sont des pères de famille, ils ont des charges et que les fêtes approchent, eh bien, bon voilà, la Direction Générale des Douanes et Accises a repris l'opération de redressement pour essayer d'alléger en prenant le côté humanitaire et pour que cette opération de coup de poing serve plutôt de leçon pédagogique et que ceux qui ont l'habitude de tricher, de faire entrer les véhicules par contrebande, arrêtent. En attendant, on sent que les signes positifs commencent à se montrer. C'est notamment la dernière cargaison qui est entrée ici à Lubumbashi, pas plus tard que le vendredi dernier, une cargaison qui transporte des véhicules. Eh bien, ces véhicules des grands importateurs, eux aussi, il faut le dire, la plupart ne payaient plus. Ces véhicules passaient aussi en contrebande ou beaucoup plus minorés. Mais aujourd'hui, on voit déjà que c'est quand même étonnant que un des véhicules qui transporte d'autres véhicules entre dans un entrepôt pour déclarer correctement ce qu'il doit payer à l'État. Eh bien, depuis Lubumbashi, Lambert Humain pour Fiscalité et Développement. Toujours à la DGDA, mais cette fois-ci, ici à Kinshasa, le ministère de l'économie nationale a organisé du 22 au 24 novembre 2022 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement l'atelier sur la production, les traitements et la publication des statistiques économiques. L'objectif est de permettre aux différents ministères sectoriels et ses administrations de jeter les bases pour la mise en place d'un dispositif efficace de production de statistiques fiables et pertinentes appelées à devenir la référence en RDC. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, a été invitée à ces assises pour exposer sur la collecte, la conservation et la publication des statistiques du commerce extérieur. Reportage signé Ruth Kambaji et Céline Boumba Angelani. Plusieurs experts revenus du ministère de l'économie nationale, des finances et du commerce extérieur, ainsi que la Direction générale des douanes et accises de GDA, de la Banque centrale du Congo, de l'Institut national de la statistique INES et de la Fédération des entreprises du Congo FEC, ont réfléchi durant 3 jours sur la production, le traitement et la publication des statistiques économiques. Objectif, selon le ministre intérimaire de l'économie nationale Nicolas Kazadi-Kadima, est de mettre sur pied un dispositif efficace de production des statistiques économiques et de références fiables et pertinentes pour le Congo démocratique. En effet, selon l'ordonnance du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, il revient au ministère de l'économie nationale, dont j'ai la charge, le mandat d'élaborer les statistiques économiques courantes de production sectorielle et globale, conjoncturelle ou structurelle, ainsi que leur conservation et leur publication périodique. Cette attribution met également en lumière l'importance des statistiques dans la gouvernance, dans la gestion et la prise de décision publique, ainsi que dans la conduite, l'élaboration et la conduite de la politique économique. J'ai coutume de dire, de répéter une maxime fort pertinente qui dit qu'on ne peut prétendre gérer ce que l'on ne sait compter. Et chaque jour, dans l'exercice de mes responsabilités, je me rends compte à quel point
l'insuffisance et parfois l'absence de statistiques nous amènent à conduire à vue, comme un chauffeur sans tableau de bord, comme un pilote sans élément de navigation. Il me paraît urgent de réparer cela, car nous savons que dans notre pays, nous avons eu à un moment donné un ministère de l'économie qui était un grand pourvoyeur de statistiques économiques, qui permettait à la fois au monde de l'entreprise de formuler des plans d'affaires, des études de faisabilité fiables, et aux décideurs publics de conduire la politique économique, la politique industrielle avec pertinence. Au compte de la douane congolaise, c'est le sous-directeur des statistiques et études économiques, Victor Kongolo Yumba, qui a, au nom de la directrice générale Jeanne Blandine Kawanda Walwoum, exposé sur la gestion des données statistiques au niveau de la DGDA. Ces données proviennent du système informatique Sidonia World, qui est la base principale où les éléments statistiques sont puisés. Il n'y a aucun pays au monde qui a avancé sans pour autant tenir compte des données statistiques. Comment pouvez-vous quantifier? Comment pouvez-vous valoriser ce que vous faites, les actions que vous posez, sans pour autant faire une évaluation de tous les éléments, la compilation des éléments, des actes posés et des actes à poser. Donc les statistiques, c'est ce qui vous permet de faire des prévisions. Les statistiques, c'est ce qui vous permet de faire les études économiques. Les statistiques, c'est ce qui vous permet de planifier un développement. Parce que aucun décideur ne peut prendre une grande décision sans pour autant maîtriser les éléments statistiques. Et en ce qui concerne d'abord les performances dont vous souhaitez voir se réaliser au niveau de la DGDA, je vais vous dire, les gros est déjà fait. Et justement, nous parlons des statistiques. Regardez depuis l'arrivée de Madame le directeur général Kawanda, il faut voir comment nos recettes ont évolué. Les recettes aussi constituent une donnée statistique. C'est dire, il faut de la volonté, il y a mis la volonté, et il a demandé à l'homme d'être au travail, et l'accompagne par ces actions concrètes, et ça donne du résultat. C'est dire, si vous voulez voir les performances, il faut la volonté humaine. Bien sûr, vous avez parlé de l'informatisation. C'est un outil mis à la disposition de l'homme. Mais si l'homme ne prend pas ses responsabilités, il sera difficile d'arriver au résultat escompté. Séance de travail entre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD et la Cour de compte sur les recettes du pouvoir judiciaire. C'était mardi 22 novembre 2022 au siège de cette cadette de régie financière dans la commune de La Gombe. Plus de détails dans ce reportage de Jocelyn Babalomba. C'est en prévision du lancement de l'audit sur les recettes du pouvoir judiciaire que le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, Jean-Parfait Tabala Morandikire, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la Cour des comptes conduite par son premier président, Jimmy Munganga. Au cours de leurs échanges, il était question de cogiter sur comment rendre certains services d'assiette efficaces, notamment ceux du pouvoir judiciaire. Nous avons constaté qu'il y a certains services d'assiette qui ne sont pas efficaces, ça il faut le dire. Et au nombre de ceux-ci, il y a le pouvoir judiciaire. Et comme notre mission à nous, d'assainir la gestion des finances publiques, de faire en sorte que nous puissions aider le gouvernement à mobiliser les recettes. Et nous nous sommes sentis concernés par ce problème. Raison pour laquelle nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous attaquer à ce problème-là pour voir dans quelle mesure relever ces défis-là et faire du pouvoir judiciaire un véritable service d'assiette sur lequel le gouvernement peut compter. De son côté, le patron de la DGRAD a salué cet appui de la Cour des comptes qui rentre dans le cadre de l'audit des recettes du pouvoir judiciaire. Pour nous, c'est un appui dans la mesure où, que ce soit les recettes de la police, que ce soit les recettes de la justice ou des cours et tribunaux, sont dans le même chapitre des recettes judiciaires au niveau de la nomenclature budgétaire. La Cour des comptes, en tant qu'organe supérieur de contrôle des finances publiques, est déterminée à faire du pouvoir judiciaire un véritable service d'assiette pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État.
Un communiqué dans ces magazines, il émane de la Direction générale des impôts DGI qui invite tous les contribuables concernés par l'échéance fiscale du 30 novembre prochain de s'acquitter correctement et honnêtement sans retard à leurs obligations fiscales, notamment sur le 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP. Découvrez sa teneur dans cette lecture faite par Didi Mavambu Nombolo Pepe. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2023, revenu 2022, intervient le mercredi 30 novembre 2022. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2021, augmenté de suppléments éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet des contestations. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement du dit acompte dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 07/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété par les décrets numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger leur bordereau de versement d'acompte provisionnel sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2022, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général des impôts. Vous entendez parler des caisses enregistreuses qui doivent être installées dans les grandes surfaces pour canaliser la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Mais comment fonctionnent les caisses enregistreuses? Voici notre nouvelle rubrique. Jérôme Sekana, Pene Papa répond. Les caisses enregistreuses sont des terminaux informatiques qui transmettent l'information en temps réel aux banques commerciales, à la Cadeco et les informations en rapport avec le paiement, par exemple, de la TVA. C'est au fait des équipements informatiques qui sont la propriété de l'administration fiscale, des équipements codés ou codifiés, et qui sont là pour envoyer l'information, les données statistiques de tout ce que les redevables réels et payent aux redevables légaux, notamment dans les supermarchés, dans les restaurants, partout où on peut collecter la TVA. En clair, ce sont des équipements qui donnent les informations au switch central de l'administration fiscale. C'est-à-dire l'administration fiscale a installé des équipements qui font que partout où on paye l'argent de l'État, notamment au titre de la TVA, je vous ai parlé ici des redevables réels et des redevables légaux. Jérôme Sekana achète quelque chose dans un supermarché. Dans sa facture, c'est écrit noir sur blanc 16% du montant qu'il a payé, supposons que les 16% représentent $30. Jérôme Sekana, il est le redevable réel. C'est lui qui sort son argent. Mais comme le législateur a érigé le propriétaire
de ce supermarché en redevable légal. Cela veut dire que c'est ces propriétaires du supermarché qui est chargé de prendre l'argent de Jérôme et aller le reverser au compte général du Trésor, c'est pourquoi on l'appelle le redevable légal. Eh bien, il faut que l'administration fiscale puisse avoir la capacité technique de contrôler. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous faisons des milliardaires dans ce domaine. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de responsables des supermarchés. Il peut percevoir 1 milliard de francs congolais au titre de la TVA, mais il reverse ce qu'il veut, même 100 000 francs congolais, même 200 000 francs congolais. Mais avec les caisses enregistreuses, il est pratiquement impossible de pouvoir voler. D'ailleurs, ça nécessite une loi, toute une loi, pour obliger les responsables des supermarchés, les responsables des restaurants, partout où l'argent de la TVA peut entrer, de sorte que quand vous déconnectez, vous avez des amendes très fortes. Ainsi, ils seront obligés de garder connectées les caisses enregistreuses directement dans leur caisse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les caisses enregistreuses permettent à ce que on puisse comptabiliser, retracer, faire un relevé chaque jour et de manière instantanée de tout ce qui est perçu au titre de la TVA, les 16% de la TVA. Jérôme Sekana a acheté les articles et ces articles-là, en tout cas, les montants perçus au titre de la TVA, c'est $30. Willy Kalengai a acheté, c'est par exemple $20. Et Jean-Marie Kassamba a acheté, c'est $30. Donc, les cumuls, tout ça, c'est retracé. Il y a un relevé qui sort, non pas là où on a installé, mais directement, et sans fil, directement au niveau du switch central qui est installé au niveau de l'administration fiscale. Et c'est 15 millions de dollars pour permettre à l'administration fiscale de se doter de ces équipements. Le BCECO avait déjà passé des appels d'offres, les sociétés s'étaient déjà manifestées. C'est des équipements qu'on trouve sur le marché. Et avec ces 15 millions de dollars, la DGI peut installer déjà ces équipements dans les grandes surfaces, dans quelques supermarchés qu'on a déjà dans la ville et peut-être à l'intérieur du pays, pour faire en sorte que les informations remontent. Ainsi, chaque fin du mois, l'administration fiscale n'aura qu'à imprimer les relevés et vient avec de preuves devant le supermarché pour dire, écoutez, ici vous avez perçu au titre de la TVA, par exemple, 100 000 dollars américains. Il faut que vous nous reversiez ça. Il n'y a pas de discussion à faire. Les messieurs du supermarché ne dira pas que non, comme aujourd'hui, ils disent non, je n'ai perçu que ce qu'eux veulent donner. En ce moment-là, il y aura des preuves. Donc la base imposable est connue. On peut même remonter que voilà, sur tel montant, vous aviez eu autant. Donc tout est clair et l'État peut rentrer dans ses droits. Et c'est pour cette raison, nous disons toujours que l'État, l'argent appelant l'argent, l'État, le gouvernement doit mettre la main à la poche pour donner à l'administration fiscale ces 15 millions afin de lui permettre de se doter de ces équipements qui vont s'autofinancer. Parce que après ces 15 millions, la DGI peut mobiliser encore davantage des recettes parce que avec la chaîne de la recette publique, avec l'identifiant fiscal unique, avec les caisses enregistreuses, je peux vous garantir que sous le leadership éclairé du directeur général de l'administration fiscale Barnabé Mwakadi Mwamba, qui fait des miracles parce que avant lui, personne n'a mobilisé les recettes comme lui. Et si vous ajoutez encore les super profits dont je vous avais parlé la fois passée, donc la DGI est capable de mobiliser, tenez-vous bien, 2 milliards de dollars le mois. Alors faisons les calculs simples. Si toutes ces réformes sont engagées au niveau de l'administration fiscale et que tout le monde, la culture fiscale est vulgarisée, on fait un contrôle sérieux avec des équipements appropriés, alors la DGI, à elle seule, peut mobiliser 24 milliards de dollars, pourquoi pas? Et en ce moment-là, eh bien, on n'aura plus un budget de 15 milliards, comme celui que nous allons avoir en 2023. Donc, nous plaidons pour que le gouvernement puisse mettre la main à la poche. Nous avons appris que le gouvernement va faire quelque chose. On doit y aller vite.
le gouvernement a besoin d'argent, il y a beaucoup de chantiers à financer, nous sommes un pays en guerre, la loi de programmation militaire, c'est 1 milliard de dollars, pourquoi ne pas doubler jusqu'à aller à 2 milliards, pourquoi pas, pour que nous puissions avoir 1 million d'hommes sous les drapeaux et 400 000 à 500 000 réservistes. Ainsi, même nos voisins qui tentent de nous déstabiliser ces derniers temps auront peur de la grande République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 78e réunion du Conseil de ministres vendredi 25 novembre 2022 par visioconférence. Au cours de cette réunion, les ministres des Finances Nicolas Kazadi-Kadima a présenté 2 rapports des dossiers relevant de son secteur, dont le premier concerne le processus de création de la Banque de développement. Je vous propose de suivre un extrait du compte rendu de cette réunion du Conseil des ministres, fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le ministre des Finances a présenté au Conseil 2 rapports des dossiers relevant de son secteur. Le premier a concerné les processus de création de la Banque de développement. Considérant l'importance du projet et la nécessité d'en assurer le succès, le ministère des Finances a créé une unité de gestion de ce projet et a recruté le groupe Finactu pour finaliser l'étude de faisabilité et aider à la constitution du dossier de création effective de cette banque. Dans les mêmes ordres d'idées, la Banque africaine de développement s'est engagée, après négociation avec le ministère des Finances, à financer l'élaboration de la stratégie de mobilisation de ressources et d'identification de produits à offrir pour répondre aux besoins de financement local. Parallèlement à ce qui précède, la question de la création de la Banque de développement a été également discutée avec les services de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À l'issue de tous ces échanges, il a été souligné la nécessité de soumettre cette Banque de développement à l'agrément et à la supervision de la Banque centrale du Congo, mettre en place une gouvernance professionnelle et indépendante pour assurer la crédibilité de l'institution et son efficacité, veiller à attirer les investisseurs privés et publics vers le capital, rationaliser les agences et sociétés financières publiques existantes pour consolider les efforts dans ces secteurs. Outre ces éléments, il a souligné la nécessité d'adopter une stratégie de déploiement graduel des activités de cette institution, commençant par l'octroi des garanties, les financements à moyen terme des PME via les banques commerciales et les financements de projets publics rentables avant d'intégrer, au fur et à mesure de la consolidation de l'expertise, des activités plus complexes telles que les prises de participation, les financements de projets à long terme et des projets d'intérêt général du gouvernement. Le groupe Finactu devrait déposer son rapport en décembre 2022, conformément à la clause de consultation prévue dans le programme avec le Fonds monétaire international. Les conclusions de ces rapports seront discutées avec les services de cette institution pour en assurer la cohérence avec les autres objectifs du programme. Eu égard à l'évolution du dossier, la création effective de cette banque pourrait intervenir au courant du 2e trimestre 2023. Dans le même ordre d'idées, c'est une bonne nouvelle au comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, qui est en voie d'être transformé en un établissement public doté d'une autonomie de gestion dénommé Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. C'est à travers le décret de création y relatif adopté par le Conseil de ministres du vendredi 25 novembre 2022. Un autre décret adopté et relatif à la création et fonctionnement de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP, conçu et proposé par le COREF. Retrouvons une fois de plus le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait du compte rendu du Conseil de ministres.
projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public. Le ministre des Finances a présenté à l'attention du Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Comité de pilotage et d'orientation de la réforme de finances publiques, COREF en CI. Ces textes se veulent être une réponse adaptée à la nécessité de renforcer les statuts juridiques de cette instance de pilotage du programme de modernisation de la gestion des finances publiques en vue notamment de consolider sa gouvernance financière et budgétaire. Pour des raisons d'efficacité et d'efficience, de stabilité dans le souci d'épargner l'élan des réformes, les différents chocs institutionnels qui peuvent subvenir, le ministre des Finances a expliqué comment il est impérieux, au vu des enjeux économiques, tant au niveau central que provincial, de transférer à une personne morale de droit public distincte les missions relatives à la définition, l'élaboration et le pilotage de la mise en œuvre des actions et mesures de réforme à moyen et long terme. Ces projets de décret tiennent ainsi compte des recommandations du président de la République, chef de l'État, faites lors de la 67e réunion du Conseil de ministres en considérant le fait que l'incidence des réformes de finances publiques sur les autres secteurs de la vie nationale favorise le maintien de la discipline budgétaire, l'allocation stratégique des ressources et l'efficacité des services fournis. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a signé en date du 29 octobre 2022 le décret portant gouvernance budgétaire initié par le COREF et porté par le ministre d'État et ministre du Budget. Il s'agit de la réforme budgétaire la plus importante de ces 50 dernières années en République démocratique du Congo. Cet acte réglementaire va complètement reformer la gestion de l'État congolais en ce qu'il ouvre la voie à l'entrée dans l'approche de gouvernance budgétaire basée sur la performance des résultats des programmes sectoriels du gouvernement. Sachez par ailleurs que le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, est jusque-là un service public créé par l'arrêté interministériel numéro 217/CAB/Mine/Finance/2009, numéro 549/Mine/Plan/2009 et numéro 014/CAB/Mine/Budget/2009 du 17 août 2009 portant création du COREF abrogé par l'arrêté interministériel numéro 280/CAB/Mine/Finance/2011 et numéro 047/CAB/Mine/Budget/2011 du 27 octobre 2011. Le COREF a piloté avec succès le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo avec des résultats atteignant le 95% de taux de réalisation. Profit Congo qui était axé sur l'amélioration du processus d'exécution budgétaire, le renforcement du contrôle externe du budget et de la transparence, le renforcement du système de gestion des finances publiques au niveau provincial avait pour objectif d'améliorer la crédibilité, la transparence et la redevabilité dans la gestion et l'utilisation des finances publiques à l'échelon de l'administration centrale et de certaines collectivités territoriale. Le COREF s'est donc illustré dans la mise en place du budget participatif et la redevabilité dans la gestion des finances publiques à travers les entités administratives décentralisées, ce qui a valu au COREF une mention spéciale de la part de la Banque mondiale et d'autres partenaires qui ont financé ce projet Profit Congo.
35 ans après, depuis sa création, l'Inspection générale des finances, IGF, est sur une bonne voie en termes de contrôle dans la gestion des finances publiques en RDC. Cette institution de contrôle est résolument engagée dans la lutte contre les antivaleurs, dont la fraude, la corruption et les détournements des deniers publics. Je vous convie à suivre un extrait du documentaire réalisé à l'occasion du 35e anniversaire de cette institution. L'Inspection générale des finances est un service public de contrôle, doté de l'autonomie administrative et financière, créé depuis 1987, avec comme mission de vérifier et de contrôler toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes para-étatiques. Aussi, elle contrôle les organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'État sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties. Il est le bras séculier de l'exécutif dans le domaine de contrôle des finances publiques. 1987 marque la naissance de l'IGF, Inspection générale de finances. L'évolution des textes juridiques régissant l'IGF à chaque période de mutation fait partie aussi des faits marquant son parcours, analysé ici par Herman Yeleza. En termes de motivation, vous avez d'abord cette adaptation des structures à l'environnement de gestion des finances publiques, parce que avant on avait 5 brigades, la brigade de coordination et 4 brigades opérationnelles, en regardant plutôt les secteurs clés des finances publiques. Les recettes constituaient une brigade, les dépenses constituaient une brigade, les organismes qui ont une autonomie de gestion constituaient une autre brigade, et puis la contre-vérification constituait la 4e brigade opérationnelle. Ce mode de travail n'a pas permis qu'on couvre tous les domaines, surtout par exemple dans la brigade des organismes publics, contrôler à la fois les entreprises, les établissements, les provinces et les ETD, engendrait, on a vu ça sur des rapports d'une dizaine d'années, que cette année on faisait ceci, l'autre année on ne faisait pas cela, et donc on ne couvrait pas l'intégralité du domaine de compétences et d'inspection. La même chose dans les recettes et la même chose dans les dépenses. Alors, en spécialisant davantage les brigades, on avait une meilleure garantie de couvrir l'ensemble du domaine de contrôle de l'inspection. Donc, couvrir davantage le domaine de compétences de l'inspection était une des motivations. La deuxième motivation, elle découle également de ce qu'on appelle un peu l'examen par les pairs. L'inspection générale fait partie d'un regroupement des inspections générales d'État et des finances d'Afrique, généralement francophones. Et la plupart de ces pays, justement, ont adopté ce que nous avons fait en 2011, la gestion axée sur les résultats. Dans cette gestion-là, la maîtrise des risques devient quelque chose de très important. Parce qu'on veut que les gestionnaires soient dans les conditions, que lui-même puisse gérer des conditions où il s'assure que les résultats qu'on lui assigne, il puisse les atteindre. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2020, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a bien voulu redynamiser l'inspection générale des finances, dans laquelle il voit une arme pour redresser les finances publiques. Il nomme ainsi, sur ordonnance, M. Jules Alingete Kei au poste d'inspecteur général des finances chef des services, avec comme adjoint M. Victor Batoubenga Pandamadi. Article 1er. Est nommé inspecteur en général chef de service de l'inspection générale des finances, messieurs Alingete Kei Jules, matricule 450.204. Est nommé inspecteur général chef de service adjoint de l'inspection générale des finances, messieurs Batoubenga Pandamadi Victor, matricule 450.207. Cette nomination tombe à point nommé, au moment où le président de la République fait de la lutte contre le bradage des ressources de l'État, la dilapidation des finances publiques et la prédation des deniers publics la boussole de son combat.
Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Mobiliser autrement la taxe de promotion de l'industrie pour financer autrement le projet, tel est le credo du Fonds de promotion de l'industrie FPI, pour lequel la haute direction de cet établissement public, dirigé par le directeur général Bertin Moudimu Tshisekedi et son adjoint Martin Wijilou, n'hésite pas sur le moyen à mettre en œuvre pour y arriver. Le FPI étant le catalyseur du développement industriel en République démocratique du Congo, au vu de ses réalisations sur le terrain dans le cadre du financement de projets industriels à impact visible sur le vécu quotidien de la population, d'où la nécessité pour tous les assujettis à la taxe de promotion de l'industrie TPI de s'acquitter de leurs obligations correctement et dans le délai échu. Regardez. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, voyons maintenant du côté du panier de la ménagère pour savoir comment se sont comportés le prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa. C'est un élément préparé par Naomi Makwela Naki. Les tendances des prix des produits alimentaires de grande consommation au samedi 26 novembre 2022 sur les différents grands marchés de Kinshasa s'ouvrent avec les poulets, dont le prix d'un carton de poids 12 10 pièces est vendu au marché de la Liberté à 6 000 francs congolais. Au marché Ziguida, il faut décaisser 101 800 francs congolais pour avoir ces produits. Au marché Gambela, le prix d'un carton de poulet a grimpé de 2 à 4 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, le prix de ces produits n'a pas bougé d'une semaine à une autre, se négociant en 98 200 francs congolais. Au sujet des haricots, le prix d'un récipient appelé Ebundeli en provenance de Goma se vend à 2700 francs congolais au marché de la Liberté et Gambela. 2600 francs congolais, c'est le prix observé au marché Zikida et 2800 francs congolais, c'est le prix des bundeli, des haricots au marché Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg s'achète à 47 500 francs congolais au marché de la Liberté, 49 500 francs congolais au marché Zikida et 50 000 francs congolais à la fois au marché Gambela et Matete. Pour le sucre, le prix d'un sachet de 5 kg se négocie à 12 500 francs congolais au marché de la Liberté, Zikida et Gambela et à 12 000 francs congolais au marché Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec l'ananas, dont le prix d'une boule d'1 kg coûte 3 000 francs congolais au marché de la Liberté, 4 000 francs congolais au marché Zikida et 3 500 francs congolais au marché Gambela et Matete. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 25 novembre 2022 a affiché $1 américain à 2013,95 francs congolais, 1 euro à 2069,8 francs congolais, un franc CFA à 3,154 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 116,78 francs congolais. Au samedi 26 novembre 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2020
et 2050 francs congolais, le billet vert, dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2000 francs congolais, 2100 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. 2090 francs congolais, c'est le taux observé sur l'avenue Lukusa chez Mère Double dans la commune de la Gombe. À Matadi, dans la province du Congo central, les billets verts s'est changé à 2000 francs congolais, même taux à Lodja dans le Sankourou et à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. 2005 francs congolais, le dollar à Mweneditu dans la province de la Lomami et 2010 francs congolais, le dollar américain à Boudjala dans la province du sud Ubangui. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Banalia dans la province de la Chopo où un dollar américain a valu 2050 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 26 novembre 2022 dans ses commentaires signés Ruben Mayoni Ntiaki Yunga. Les principales matières premières sur le marché international ont affiché des tendances haussières pour les unes et baissières pour les autres. Sur le marché de l'énergie, les cours du brut ont terminé la semaine en baisse. À New York, le baril du brut léger américain a coûté 76,60 $ américains, soit une baisse de 1,85%. Mêmement à Londres, où le baril du Brent s'est négocié à 81,91 $ américains, soit une baisse également de 1,42%. Selon les sites prixdubaril.com, les cours du pétrole ont terminé en baisse vendredi, orientés par l'incertitude qui pèse sur le marché quant au calibrage du prix plafond pour les pétroles russes ou à la décision de l'OPEP dans quelques jours. Côté gaz naturel, le kilowattheure s'est vendu à 702 $ américains en hausse de 3,26%, une hausse dictée par les inquiétudes de l'arrivée de l'hiver en Europe au moment où la Russie maintient sa politique de restriction dans la livraison de son gaz à l'Europe. Côté produits miniers, la tonne métrique du cuivre a franchi la barre de 8 000 $ américains après plusieurs mois, se vendant à 8 2,85 $ américains, soit une légère hausse de 0,12%. La tonne du cobalt, quant à elle, est restée stable dans le vert à 0,00%, se négociant à 51 500 $ américains. L'once d'or est également stable à 0,00%, la tonne se vendant à 1754,58 $ américains. La tonne du minerai de fer est à 92,74 $ américains, soit une hausse de 0,80%. Celle du coltan n'a pas bougé des prix, c'est maintenant à 114 000 $ américains, restant stable dans le vert à 0,00%. Enfin, la tonne métrique du lithium a coûté 1150 $ américains en baisse de 0,95%. Sur le marché céréalier, la tonne du maïs a coûté 668 $ américains en hausse de 0,11%, baisse par contre du prix du riz de 0,11%, la tonne se négociant à 18,12 $ américains. Hausse de 0,52% du côté blé, la tonne se vendant à 776 $ américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café s'est négociée à 165 $ américains, soit une forte hausse de 32,41%. Selon les experts, la pandémie de Covid-19 a largement impacté la totalité du commerce international et ses effets continuent de se faire sentir. De nombreuses activités telles que l'acheminement et les transports du café ont accusé un sérieux coup de frein et n'ont toujours pas retrouvé leur rythme de croisière. Ajoutez à cela l'impact mondial du changement climatique sur la culture du café et la demande qui s'intensifie dans certaines parties du globe qui étaient jusque-là peu amatrices. La tonne du cacao a coûté 2284 $ américains en hausse de 7,16% du côté de la Côte d'Ivoire et du Ghana, deux pays d'Afrique de l'Ouest qui représentent environ 60% du cacao mondial. Cela s'explique par la deuxième campagne cacaoyère après la mise en place en 2021 d'un organe destiné à garantir un prix rémunérateur aux planteurs et assurer une durabilité à l'économie cacaoyère. Enfin, le coton est en forte baisse de 21,86%,
la tonne se négociant à 80 $ américains dictée par la hausse des stocks, le plafonnement de la consommation, la guerre commerciale en sourdine entre la Chine et les États-Unis, ainsi que la baisse sensible de la production textile dans certains pays européens frappés par la crise énergétique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce magazine est terminé. Nous le dédions à nos fidèles téléspectateurs de Kailo Centre dans la province du Maniema, mais bien avant tout, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, soutenons nos FRDC, Bendele et Koyate. Au revoir et à très bientôt.